Donc, je vais présenter nos prochains intervenants et intervenantes. Nous avons Sanchou et Inès de le Mémoire coloniale, ou le vrai titre, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Donc, les deux prochaines personnes qui vont nous joindre ici viennent de ce collectif. Ceci est une association de fait qui milite pour une décolonisation effective dans de nombreuses pans et qui lutte contre le racisme et les discriminations. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça va être difficile de passer après, après la slameureuse qui était avant nous. En tout cas, c'était très touchant et émouvant. C'était vraiment hyper intéressant. Donc, Marie nous a introduit de manière positive. C'était très bien. Est-ce qu'on a pour faire passer le PowerPoint? Oui. Merci. Donc voilà, comme Marie l'a dit, donc nous sommes membres du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que notre collectif fait exactement? Pardon. Voilà, c'était le mauvais sens. Okay. Voilà. Donc en fait, notre collectif est un collectif décolonial, comme le nom l'indique très bien. Donc c'est un mouvement qui a pour objectif ou pour vision tout simplement de favoriser un meilleur vivre ensemble. Souvent on me pose la question de oui, c'est quoi le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, mais tout simplement notre objectif, notre vision pour la société, c'est de favoriser le vivre ensemble. Alors en particulier dans notre société ici, entre des publics dits qu'on appelle afrodescendants et la société belge en général. Alors pourquoi est-ce que c'est de cette manière-là que nous fonctionnons? C'est parce que il y a une histoire coloniale entre la Belgique et un pays d'Afrique, et 3 pays d'Afrique pour être plus exact. Donc j'ai parlé d'objectifs. Bon, pour atteindre cet objectif-là, cette vision-là, donc il y a des écueils principaux sur lesquels nous travaillons. Donc il y a la persistance des rapports de type colonial, une vision de la société qui est encore de type colonial aussi, et cette vision-là en fait s'applique sur les personnes africaines en fait qui viennent d'Afrique ou qui sont ici et qui sont afrodescendantes, comme je l'ai dit au début. Donc notre objectif, c'est de décoloniser ces relations-là. Donc il y a un rapport encore colonial dans ces relations-là, donc il faut les décoloniser. Donc en fait, ça passe, comme je l'ai dit, par la déconstruction, donc la décolonisation de ces rapports-là qui sont encore de type colonial. Donc c'est pour ça que nous, en fait, au collectif, on est attaché à ce qu'on appelle le concept de la décolonisation. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de décolonisation? En fait, c'est pas uniquement pour être content ou contente du fait qu'on parle d'histoire coloniale et qu'on dise voilà, il y a eu des crimes, il y a eu ceci qui s'est passé, etc. C'est pas uniquement pour être content ou contente. C'est vraiment pour utiliser cette histoire-là et profiter de cette histoire-là pour aborder une autre question qui est la question des discriminations. Donc on parle pas uniquement de mémoire coloniale et d'histoire coloniale uniquement pour en parler et pour que ça fasse bien, mais c'est aussi pour que cette histoire-là, qui a construit nos rapports d'aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui, puisse être déconstruit. Donc c'est le racisme et les discriminations. Donc on a entendu tout à l'heure des présentations qui parlent d'inclusivité, etc. Donc un premier pas pour nous, c'est justement de déconstruire ces rapports-là par la connaissance de son histoire. Donc l'histoire coloniale, souvent on nous classe dans l'histoire internationale ou bien les questions internationales ou africaines. Nous, on a souvent pour habitude de dire que l'histoire coloniale, en fait, c'est l'histoire de la Belgique aussi. Donc c'est pas l'histoire du Congo, c'est l'histoire de la Belgique aussi. Donc voilà, au début, vous avez vu donc collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations.
Donc la mémoire coloniale est censée nous aider à lutter contre les discriminations et le racisme. La mémoire coloniale, on sait que ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut travailler, il faut faire face à quelque chose qui est systémique. Hein. C'est l'histoire coloniale, elle n'est pas connue. J'allais commencer mon intervention en demandant si quelles personnes parmi vous avaient déjà eu des cours sur la colonisation ou bien savent qu'il y a eu une colonisation belge au Congo. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez eu ce cours-là ou si vous saviez? Ah, vous saviez, c'est parfait. Il arrive souvent que plein de gens n'aient pas connu cette histoire-là. Est-ce que vous l'avez eu dans vos institutions scolaires, donc école ou université, ou uniquement en vous renseignant vous-même et en fréquentant des collectifs ou des associations qui connaissent cette histoire-là? Donc, est-ce que c'est l'école qui vous a appris cette histoire-là? On diminue déjà un peu plus de personnes. Donc, c'est un problème structurel face auquel nous faisons face. Et donc, l'aspect discrimination qui se retrouve dans le nom de notre collectif, c'est vraiment pour nous dire, ok, on sait que l'histoire coloniale, il va falloir lutter contre ça et essayer de faire en sorte que la société l'apprenne. Donc ça, c'est une sorte de revendication au niveau de l'enseignement de l'histoire coloniale au niveau scolaire. Mais la lutte contre les discriminations, c'est quelque chose de beaucoup plus présent et palpable en fait. Et c'est un changement qui peut arriver beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un musée, je peux dire au CA, voilà, il y a ça comme problème de discrimination, comme on l'a abordé plus tôt. Voilà, c'est les solutions qu'on met en place pour lutter contre ces discriminations-là. Donc c'est concret. Donc le lendemain, on peut réellement changer de manière de faire. Par contre, l'histoire coloniale, ça prend un peu plus de temps. Donc les discriminations, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement et c'est un objectif un peu plus rapide, on va dire. Alors inclusivité, on a beaucoup parlé d'inclusivité, donc on a cherché quel angle on allait prendre sur cette inclusivité-là. Mais on en parle tout le temps dans nos événements. Et premièrement, pour nous, pour être assez inclusif dans un musée, il faut d'abord déconstruire les notions, en fait. Et donc ça, c'est la connaissance de l'histoire coloniale. C'est quelles notions est-ce qu'on développe dans nos musées, qu'est-ce qu'on diffuse dans nos musées, et comment est-ce qu'on peut les déconstruire à l'intérieur. Donc ça. En fait, ces déconstructions-là, c'est simplement pour permettre à d'autres personnes qui ne viendraient pas dans ces musées-là de se sentir aussi inclus, parce que parfois on se pose des questions, mais pourquoi est-ce que tel type de public ne viennent pas dans nos musées? Pourquoi est-ce que ils ont du mal à venir dans nos musées? Parfois c'est uniquement des concepts et des notions qui contre lesquels ils sont et pour lesquels ils sont opposés. Donc voilà, donc ça permet de permettre à d'autres publics de venir dans les musées parce que on aborde d'autres questions. Sur la notion de déconstruction, ce qu'on voit souvent, et je pense que Marie en a fait l'expérience dans le musée qu'elle a visité, c'est la notion de découverte. C'est toujours très problématique d'employer ce terme-là pour, je vais dire, des populations qui, elles, ne se considèrent pas comme ayant été découvertes. Évidemment, c'est une découverte pour les Européens, et c'est finalement une vision qui est extrêmement eurocentrée, comme on le dit, on l'a déjà dit dans plusieurs interventions ici. Voilà. Donc décloisonner les musées, donc c'est aussi un élément important. Moi, je vais beaucoup dans les musées. On a des partenaires avec quelques musées, pas beaucoup, quelques musées, et on se rend très vite compte que les publics qu'on retrouve dans les musées sont souvent les mêmes publics. Donc c'est des universitaires, des gens qui s'intéressent à l'art, etc. Enfin, quoique tout le monde s'intéresse, plein de gens s'intéressent à l'art. C'est juste que il faut donner la possibilité de passer les portes des musées. Donc décloisonner les musées, c'est aussi au musée d'aller concrètement chercher les gens, en fait. Donc c'est-à-dire que si Open Museum existe et veut atteindre cet objectif-là, mais en fait, il faut que les musées aillent concrètement dans le terrain. Donc c'est telle population, tel public ne vient pas dans le musée, allons les chercher là où ils sont. Donc c'est ça, décloisonner les musées et les rendre accessibles. Moi, je viens aussi d'un quartier populaire où généralement les gens ne parlent pas d'aller au musée le week-end ou en semaine, etc. Donc moi je connaissais pas Open Museum, donc c'est une découverte pour moi aussi. Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher des publics. Moi c'est Marie qui m'a appelé, c'est pour ça que je suis ici, sinon j'aurais jamais su que voilà Open Museum existait et qu'il y avait une possibilité de faire ce que vous faites ici. Donc ça passe aussi par la diversification du personnel, c'est pour mettre en place ces politiques-là et aller chercher des publics là où ils sont. Qu'est-ce qu'on met en place en tant que musée, donc de manière structurelle, pas uniquement de manière voilà ponctuelle, on va engager telle personne, mais structurellement, qu'est-ce qu'on fait pour que les personnes qu'on va engager nous aident à atteindre un objectif d'inclusivité, parce qu'en fait, on peut
je sais pas, moi je suis un homme, si je suis dans une structure où il y a que des hommes, ben on aura du mal en fait, même si on a de la volonté pour aller inclure les femmes dans notre organisation, on aura du mal à développer des stratégies et des stratégies en fait pour aller chercher un public plus féminin. Donc il faut en fait que nous intégrions dans notre collectif une ou plusieurs femmes qui en fait connaissent mieux que nous ces situations-là et peuvent nous aider en fait à être plus inclusifs. Donc c'est ça aussi la notion d'inclusivité, c'est d'inclure dans nos structures et de mettre de manière pérenne dans nos structures des personnes et des profils qui vont nous aider à aller en chercher d'autres et aller toucher d'autres publics. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend, nous, par une démarche décoloniale qui soit plus efficace contribuer à la mission de décolonisation dans la société, ça correspond, par exemple, à ce que disait ici Sanchou, c'est aller dans les écoles pour aller chercher les élèves, aller dans les écoles pour pouvoir construire de nouveaux référentiels en termes d'enseignement aussi. Les musées sont des institutions scientifiques aussi qui se sont construites durant la période coloniale, ça il faut pas l'oublier, il y en a quand même pas mal, et elles comportent aussi donc elles sont des vecteurs de stéréotypes aussi dans la société. Donc s'il y a une nécessité de faire des collaborations aussi avec d'autres institutions qui sont aussi vecteurs de stéréotypes pour pouvoir changer totalement de paradigme. Voilà. Il y a aussi donc je parlais du changement de paradigme, ça se fait aussi dans les actions concrètes et ça se fait pas uniquement en termes d'événements ponctuels, ça se fait on l'a beaucoup entendu tout à l'heure pendant les présentations, c'est aussi une question de processus. Voilà, on peut pas prétendre agir de manière décoloniale simplement en incluant les personnes dans la phase de consultation, ce qui arrive assez souvent. C'est un peu même si on est présent aujourd'hui, c'est un peu ce que les institutions font systématiquement, c'est nous amener autour de la table juste pour nous poser quelques questions et voir finalement comment est-ce qu'ils pourraient changer les choses, alors que ça devrait être un travail qui est continu en partenariat avec les personnes concernées notamment. Voilà, il s'agit donc de rendre audibles et de valoriser les récits qui sont toujours marginalisés aussi au sein des musées. Des musées qui pour certains donc sont toujours et encore des vecteurs de la propagande coloniale et pour moi qui sont des antres de déshumanisation. C'est ce qui se passe à l'égard des personnes que nous sommes par exemple des personnes afrodescendantes, comme Marie l'a très bien exprimé dans son texte, c'est que quand on se retrouve dans ces musées en fait on subit de la violence en fait. Le changement de paradigme, c'est aussi de mettre en exergue qu'il existe des productions que nous pouvons contempler et dans les musées et qui sont aussi le fruit d'une inspiration qui est nourrie des objets qui viennent du pillage colonial. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément, c'est qu'on oublie de dire qu'en fait, on nous a, privés de notre culture, de nos spiritualités, et qu'elles ont pu, du coup, traverser les continents et venir inspirer, en fait, les personnes occidentales dans leur art. Voilà. Et c'est aussi une manière c'est une première forme de réparation, c'est de pouvoir dire que nous, en tant que personnes afrodescendantes, nous avons aussi contribué à tout cela, au lieu de toujours nous représenter comme avec des représentations négatives et une infériorisation systématique. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont afrodescendantes, qui sont formées et qui tentent d'introduire aussi dans les musées ces problématiques et qui sont pas toujours entendues. Donc et ça permet pas du coup de modifier les narratifs qui sont extrêmement figés et qui sont toujours recentrés, comme je l'ai déjà dit. Donc je poursuivais avec lui. Je te laisse la parole. La question de la contextualisation. Comme Sam en a parlé tout à l'heure, il s'agit, ou comme je l'ai dit maintenant, c'est qu'il s'agit de dire, de pouvoir raconter de donner un récit différent, de pouvoir apporter une histoire qui est décoloniale,
qui raconte pas uniquement la façon dont l'Afrique a été colonisée, mais qui apporte aussi ce que l'Afrique a été durant toute son histoire. Sur la question des restitutions, donc je disais tout à l'heure que ces objets participent de la culture des peuples qui ont été spoliés et que systématiquement les personnes impactées par le passé colonial sont confrontées aux violences. Et ces objets ne sont pas vides de sens. Pour les personnes qui vivent encore sur le continent, pour nous qui sommes des personnes afrodescendantes, ces objets représentent des objets vivants, des objets qui font partie de notre culture. Et les voir dans des musées, c'est pour nous une perpétuation en fait du crime colonial. On s'en rend pas toujours compte, mais voilà. Je vais te laisser poursuivre. Oui, donc la contextualisation, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment... quand on entre dans un musée et qu'on lit des choses qui sont écrites sur des écriteaux ou bien sur le site d'un musée, parfois ça démotive même à aller dans un musée parce qu'on se dit ce musée ne prend pas en compte qui je suis moi en tant que personne noire afrodescendante vivant en Belgique. Du coup ça démotive aussi. Donc en fait c'est ça aussi de se rendre compte, de se dire, parce qu'on n'a pas toutes les expériences, de se dire qui est-ce qu'on peut consulter lorsqu'on met en place des expositions, des activités ou bien des expositions permanentes ou temporaires, pour dire qu'est-ce qu'on peut consulter pour se demander si ce que nous on met en place, ce que nous on fait, n'a pas un lien quelconque avec une histoire ou bien quelque chose qui pourrait démotiver des personnes à venir dans notre musée. Donc j'ai fait un tour sur des sites, les sites des musées qui sont dans Open Museum. J'ai vu certaines choses que je savais pas non plus. Et je vais pas citer de nom, mais voilà, il y a des éléments parfois qui ont été inquiétants. Donc où je me suis dit effectivement ça me motiverait pas à aller voir ce musée-là. La notion de découverte dont Inès a parlé, c'est une notion dont on parle souvent quand on fait des interventions auprès des classes, des écoles, c'est de déconstruire la notion de découverte. Ici, on nous a dit que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, on nous a dit que Stanley ou Léopold II avaient découvert le Congo. Voilà, on se retrouve où finalement, on est toujours des personnes qui sont découvertes, et nous, on est toujours découverts et c'est les autres qui nous découvrent. Je suis arrivé aujourd'hui à Open Museum. Je connaissais pas Open Museum, mais j'ai pas découvert Open Museum. Open Museum existait déjà. Donc j'ai appris sur Open Museum. On peut trouver d'autres mots, mais les mots ont beaucoup de sens et ça affecte beaucoup les gens. Donc contextualiser, c'est aussi ça, c'est de choisir les bons mots pour pouvoir inclure des personnes dans les musées en fait, pour les permettre d'entrer dans les musées. Donc la question des restitutions, c'est aussi une question importante, c'est de savoir que les musées se posent des questions, d'où viennent nos collections, d'où viennent les objets que nous avons dans nos musées, et ont-ils été acquis de manière non violente, ou même si c'est non violence parce qu'il y a la question on sait pas très bien définir c'est quoi la non violence ou la violence. On nous parle de certains objets auraient été donnés par les populations locales, ça aurait été des dons. Mais finalement, c'est quoi un don dans un contexte de violence coloniale? Est-ce que quand je donne sous la contrainte d'une violence, est-ce que c'est encore un don? Donc c'est ça la question aussi, de savoir comment est-ce que nos collections ont été acquises et qu'est-ce qu'on en fait en fait. À partir du moment où on a l'information d'où elles viennent et de leur origine, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça c'est une question importante que les musées doivent se poser aussi et pour lesquelles elles doivent poser des actes. Donc vous savez sûrement les musées que vous connaissez en tout cas qui possèdent le plus gros des œuvres qui viennent de colonies. On a aussi des restes humains, on n'a pas que des objets. C'est-à-dire qu'il y a des musées qui recèlent encore des restes humains. Je ne citerai pas un musée, mais il y a un musée qui possède encore près de 200 crânes qui viennent du Congo, quoi, des crânes humains. Donc voilà. Politique de restitution. Donc voilà, qu'est-ce que nous on met en place pour aider, accompagner, en tout cas dans notre politique de décolonisation de la société. Ce que nous mettons en place, c'est des formations, premièrement. Donc on a des formations que nous proposons en fait aux institutions, aux écoles, à toutes les personnes qui le demandent. Formation, premièrement, d'introduction à l'histoire coloniale. Parce que j'ai posé la question au départ, très peu de gens ont eu des cours vraiment sur l'histoire coloniale et savent ce qu'est l'histoire coloniale, ce qu'elle a créé comme propagande et l'impact que cette propagande a encore aujourd'hui dans notre société. Donc c'est important de déjà informer sur ça, dans des formations sur l'histoire coloniale. Ensuite, on a des formations sur demande aussi. Une institution peut nous demander, on veut une formation sur tel aspect principalement de notre travail ou quoi que ce soit. Ben on peut intervenir et donner des formations.
On fait des conférences aussi et des visites guidées aussi décoloniales dans Bruxelles notamment et dans certains musées aussi. Donc si vos musées sont intéressés, on peut voir ce qu'on peut faire comme visite guidée dans vos musées. Mais voilà, on a aussi des expositions qu'on déplace et qu'on peut emmener partout pour aborder certaines thématiques de l'histoire coloniale, qu'on utilise comme outil en fait. Donc nous, dans notre cellule, là, on travaille surtout, c'est sur l'éducation et l'enseignement. Donc on produit aussi des outils pédagogiques pour des élèves, des classes de secondaire ou autres. Donc voilà. J'essaie de faire court, on parle souvent beaucoup. Donc voilà, merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions. Merci, bonjour. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous auriez un exemple concret de partenariat que vous avez pour l'instant avec un musée où finalement ça se passe assez bien Bon, il y en a un seul. Ou pas, oui, finalement. Ou pas. Il y en a un seul, c'est le musée Tervuren, l'Africa Museum, qui donc recèle le plus gros des œuvres issues du pillage colonial la plupart du temps. Donc voilà, là on a une collaboration. Pendant très longtemps, on a essayé d'entrer dans le musée. Donc on avait d'abord un parcours de visite guidée à l'extérieur du musée parce qu'on ne pouvait pas rentrer dedans. Donc on donnait une visite guidée à l'extérieur du musée. C'est aussi un espace intéressant parce que il y a eu en fait à l'extérieur du musée de Tervuren une exposition, une expo universelle en 1897, durant laquelle des Congolais et des Congolaises ont été amenés de force, 267 je pense Congolais et Congolaises. Certains sont morts sous la traversée, et d'autres sont arrivés en Belgique et ont été exposés à Tervuren à l'extérieur du musée, dans un village qu'on a dit le village africain. Et voilà. Donc ces personnes étaient obligées de mimer un peu la vie, soi-disant la vie en colonie. Donc 7 de ces personnes sont mortes ici en Belgique de froid. Donc on organise souvent des événements d'ailleurs à Tervuren pour rendre hommage. Donc depuis un moment, on est entré dans le musée, donc après les négociations et voilà, une action militante aussi qu'on mène. On a un collectif militant. Donc on a pu entrer dans le musée et on donne des visites guidées dans le musée aussi maintenant, donc dans le musée Tervuren. Donc on explique avec notre œil décolonial bien sûr pourquoi est-ce que pour nous le musée est problématique, en quoi est-ce qu'il est problématique. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de collaboration qu'on a actuellement. Et encore limité parce qu'on n'a pas notre mot à dire sur grand chose, hein. On fait uniquement des visites guidées, mais on essaye d'interpeller l'institution et de faire avancer la question beaucoup plus loin, parce qu'effectivement la décolonisation c'est pas uniquement faire venir une association pour faire des visites guidées, mais c'est structurellement comment est-ce qu'on change le musée et comment est-ce qu'on inclut les communautés qui sont censées apporter leur œil dans ces changements-là. Est-ce que vous sentez du coup qu'il y a une envie de remise en question de la part du musée, de ce musée-là, précisément, ou c'est juste, ils se sont dit bon, on va ouvrir les portes parce que sinon ils vont continuer à faire chier jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Enfin, désolé pour le vocabulaire, mais. Je dirais pas qu'il y ait, enfin oui, je vais dire qu'il y a potentiellement une porte ouverte, mais comme partout, dès qu'on se retrouve dans des institutions, qu'on est là pour dénoncer en fait ce qui ne va pas, il y a des résistances. Mais c'est pour toutes les institutions. Ce discours est très peu audible, mais bon. L'essentiel, c'est que on puisse aussi faire un peu ce qu'on fait ici avec vous aujourd'hui, c'est pouvoir en parler et que les gens puissent venir petit à petit vers nous. C'est ça, du coup, ce qu'on nomme processus décolonial. Voilà. Donc voilà, on est entré et puis je pense qu'il y a plusieurs portes à enfoncer, donc il faut continuer à enfoncer les portes. Mais comme Inès vient de le dire, il y a une porte qui est ouverte et il y a des possibilités qui sont données en tout cas de travail sur ça. Mais voilà, il y a des résistances et on doit faire face à ces résistances-là et continuer, quoi. En fait, j'interviens parce que j'ai, le week-end dernier, je pense, assisté à une visite décoloniale de Liège que vous avez, que votre collectif a organisée. Et c'était
j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre, y compris sur votre collectif. Et sur une histoire, un pan de l'histoire belge que j'avais pas eu l'occasion d'apprendre en cours, à aucun niveau de ma scolarité ou de mes études. Et donc je voulais vous remercier, c'était très enrichissant et j'encourage vivement tout le monde à participer et à venir assister à vos visites. Voilà. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous suivre en fait dans notre travail. Hein. On est sur les réseaux sociaux, donc collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et puis comme la dernière personne qui a posé la question vient de le dire, on a vraiment des visites guidées presque partout en Belgique. Hein. On en a presque 17 à Bruxelles ici même. D'ailleurs, on appelle souvent Bruxelles Léopoldville parce qu'il y a tellement à dire sur Bruxelles. Ensuite, il y a en Wallonie, en fait, on a des parcours dans plusieurs grandes villes de Wallonie, donc Namur, Liège, Charleroi, etc. Donc voilà un peu. Et puis, je sais plus ce que j'allais dire, mais je te laisse. Bah, moi, j'ajouterais que oui, Sam disait, vous pouvez nous suivre dans notre travail, mais par exemple, il y a toujours cette question de modification des référentiels dans l'enseignement. Je pense que on fait déjà un travail militant sur ces questions-là, mais plus on a de soutien, plus il y a de demandes aussi de la société de manière générale, des citoyens de manière générale, d'avoir une histoire qui soit plus véridique sur la période coloniale. Je pense que plus il y aura de possibilités d'atteindre, de pouvoir en tout cas motiver les volontés politiques à ce changement. Juste pour terminer, donc ce que j'allais dire, c'est aussi qu'en fait on a parlé de paradigme et de changement, d'inclusivité, etc. En fait, nous, notre mission, notre vision, comme j'ai dit, c'est vraiment d'arriver à un meilleur vivre ensemble et de contribuer à ça en Belgique ici. Donc pour nous, si les musées veulent vraiment être open, veulent être ouverts, il faut que les musées soient aussi des vecteurs de décolonisation et veillent en fait à ce que dans chaque action qui soit mise en place, il y ait de la décolonisation et il y ait de la réelle décolonisation et de l'inclusivité et de l'inclusion. Je pense qu'il y avait une autre question, peut-être. Oui, j'avais une dernière question, désolée, elle m'est venue après. Est-ce que légalement, en fait, vous savez si les musées sont censés faire quelque chose par rapport à justement, parce que je pense qu'il y a eu légalement des prises de décision, que c'était des crimes contre l'humanité, etc. Est-ce qu'ils sont légalement tenus de faire des restitutions? Est-ce qu'ils sont légalement tenus de changer vraiment ou de rendre des œuvres ou voilà, de faire quelque chose, mais point de vue légal? C'est une question très intéressante. Mais justement, actuellement, il y a donc le secrétaire d'État qui s'occupe du musée, parce que le musée fédéral, il appartient à l'État belge. C'est-à-dire que la Belgique s'enrichit encore avec l'argent de la colonisation. Hein. Les musées, enfin les œuvres du musée sont des œuvres qui sont issues de la colonisation et l'État belge perçoit encore de l'argent de ça. Donc voilà, les œuvres qui sont actuellement, le secrétaire d'État est en train de mettre en place un plan de restitution. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Bon, on n'est pas encore arrivé au bout, ni c'est pas non plus de la meilleure des manières. Donc je parlais de la question du don, par exemple dans le travail qui est en train de être mis en place par le secrétaire d'État. Il y a la question du don, c'est de dire, le musée va restituer les œuvres qui ont été pillées. C'est-à-dire qu'on va faire un screening, on va étudier nos œuvres, on va voir lesquelles de nos œuvres ont été pillées, ou ont été acquises par la violence, ou par le sang, etc. Et si c'est le cas, on va les rendre. Et en fait, si on constate que nos œuvres ont été données, ont été acquises par don, on les rendra pas. Sauf que la majeure partie des œuvres ne sont pas officiellement, enfin personne n'a écrit dans son rapport, oui, j'ai tué quelqu'un pour avoir le truc. Donc du coup, ce qui fait que la grande majorité des œuvres vont peut-être passer dans la catégorie don. Donc comme je disais, en fait, c'est quoi le don finalement en contexte colonial? Est-ce que les gens donnent parce que ils aiment bien, ou bien ils donnent vraiment avec leur cœur, ou bien ils donnent parce qu'ils ont peur du système colonial, ils se disent si je donne pas, je risque peut-être ma vie. Donc voilà, donc c'est une question qui est actuelle, hein, donc la politique est en train de se créer sur la restitution, donc n'hésitez pas à suivre ça et à interpeller si vous pouvez. Merci.